Ce n'est plus d'actualité de dire que les Africains ne lisent pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent pour les enfants d'un certain âge. Parfois, ceux qui ne parlent même pas encore. Les histoires qu'on leur racontait, les princesses qui venaient d'ailleurs avec de longs cheveux, non. Le livre, pour le moment, coûte encore un peu cher au Cameroun. La littérature défie la politique. Pour être un bon écrivain, il faut avoir l'âme d'un enfant et l'esprit d'une femme. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Schoolcast, le podcast dédié aux questions d'éducation, de formation, de recherche, d'innovation et même d'insertion professionnelle. On entend souvent dire que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Que pensez-vous de ces propos? Notre invité du jour a fait de la déconstruction de cette étiquette son champ de bataille. Avec engagement et passion, elle parcourt lycée et collège pour partager avec une multitude de collégiens, une multitude de jeunes et lycéens, sa passion pour la lecture et l'écriture, entraînant avec elle de nombreux collègues enseignants, partageant avec elle cette même passion. Madame Molou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui nous suivent? Merci, bonjour Sylvana, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Mon nom d'auteur est Viviane Molu-Peyou. Je suis enseignante d'abord, inspecteur régional de pédagogie pour le ministère des enseignements secondaires et écrivaine. Donc voilà, grosso modo, qui est Viviane Molu-Peyou. Voilà. Donc s'agissant de la littérature, c'est une passion et dans cette passion, on aimerait justement défaire le mythe selon lequel les Africains n'aiment pas lire. Peut-être ce fut à une époque, dans une autre vie, car les choses sont en train de changer. D'accord, merci. Lors de cet entretien, nous parlerons du rapport des jeunes aux livres, de l'accessibilité des livres pour les jeunes, de la formation des futurs écrivains et de l'utilité de l'écrit dans le développement national. Pour commencer, Madame Molou, que pensez-vous de ceux qui disent que les Africains ne lisent pas? Non, je crois que c'est, sans vouloir affirmer totalement que c'est un leurre, c'est une affirmation qui fut peut-être exacte à une époque parce que notre lecture, notre façon de penser, nos contes, nos récits, notre écriture était orale. Mais de nos jours, nous sommes en train de partir de l'oralité pour véritablement faire coucher chacun de nos contes, chacune de nos histoires, chacune de nos pensées, philosophiques même, par écrit. Donc, ce n'est plus d'actualité de dire que les Africains ne lisent pas. Aujourd'hui, lorsqu'on rencontre, il y a comme un boom, par exemple, des maisons d'édition, des publications, des auteurs qui naissent tous les jours. Et ce qui m'amène à dire que c'est un domaine qui est en plein essor, ce qui fait également que les enfants sont en train de s'intéresser de plus en plus à la lecture, autant qu'à l'écriture d'ailleurs. Ces enfants, à une époque, ne lisaient pas, peut-être parce qu'on leur proposait beaucoup plus des livres auxquels ils ne s'identifiaient pas. On avait des classiques, on a eu des aînés qui ont lu des classiques, des Guy de Maupassant, ils ont lu Montesquieu, ils ont lu des lectures qui ne cadraient pas avec leur contexte. Maintenant, lorsque c'est l'Africain qui écrit, lorsque c'est le Camerounais qui écrit, lorsque c'est le Béti, c'est le Bamoun, le Bamileke, un enfant peut s'identifier à peut-être Ongola qui est Yaoundé, un enfant peut s'identifier en lisant, je ne sais pas moi, un livre, je vais prendre par exemple July. Il peut très bien s'identifier à l'auteur qui est camerounais, il peut très bien s'identifier à Mongo Betty, il peut très bien, alors que là, avant, il fallait vraiment faire appel à l'imaginaire. C'était comme des films. C'était comme des films. Et là, aujourd'hui, ils s'y intéressent de plus en plus. Et il y a ceux qui, au-delà d'aimer, font partie des clubs de lecture qui sont impressionnants.
ce sont des enfants qui sont assez éveillés et aussi, même parlant même des auteurs eux-mêmes, ils essayent déjà d'aller au-delà de ce qu'exige la norme internationale pour pouvoir véritablement puiser dans leur identité et faire ressortir le côté qui peut être plus attractif pour les enfants. Je ne peux pas ne pas parler du livre pour enfants qui est également une mine d'or. D'accord. Ça veut dire qu'on les initie déjà très jeunes. Si une certaine génération est déjà passée sans avoir eu à se frotter à ce type de livre, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent pour les enfants d'un certain âge. Parfois, ceux qui ne parlent même pas encore. Les histoires qu'on leur racontait, les princesses qui venaient d'ailleurs avec de longs cheveux, non. Aujourd'hui, nous avons des histoires de grand-mère, des histoires de grand-père, des histoires de toi, de moi, qui fait que l'enfant s'identifie et qu'il comprenne l'importance de la lecture très jeune. Et c'est une pépinière aussi que nous sommes en train d'arroser. Voilà. D'accord. Internet et les réseaux sociaux suscitent beaucoup d'engouement chez les jeunes qui y passent d'ailleurs de nombreuses heures chaque semaine. D'un autre côté, nous avons des livres qui sont déjà disponibles sur e-book ou alors au format PDF sur nos différentes plateformes, quoi qu'ils soient souvent payants. Pensez-vous que Internet influence l'appétit des jeunes pour la lecture et l'écriture? En principe, oui. On doit dire que chacun vibre avec son temps. On ne peut pas mettre de côté que nous sommes à l'ère du numérique et que si nous avons, comme l'a dit le chef de l'État, une génération tête baissée, on doit également faire avec. Ça veut dire qu'on encourage la lecture par e-book, d'où les différentes plateformes comme Amazon, qui offre vraiment des livres en version papier comme en version e-book. On a la plateforme Dilicom qui diffuse également, c'est aussi un diffuseur de livres, aussi sur un vaste marché aussi important que celui d'Amazon, donc qui propose également beaucoup de livres en e-book. Donc, on peut dire que Internet influence positivement parce que il est parfois difficile pour un enfant de traîner. Ils aiment marcher léger, comme ils disent entre guillemets. Mais avec son téléphone, il a son livre contenu dans son téléphone et il peut lire partout et n'importe où, où il pourrait se trouver. Donc, voilà. Donc, je peux dire que Internet, c'est un outil important, même si il y a le côté distraction aussi. Je ne peux pas dire non. Il y a le côté distraction qui fait, il peut être en train de lire en ligne, s'il est encore en ligne, et il reçoit peut-être un message WhatsApp qui vient le détourner un peu. Alors qu'avec un livre en version physique, on est véritablement coupé du reste du monde et plus concentré. Mais nous encourageons également les jeunes à se frotter à cette version e-book si c'est ce qui les intéresse. D'accord. Voilà. D'accord. Parlons à présent de la question d'accessibilité de ces livres pour les jeunes. Par quels moyens les jeunes peuvent-ils avoir accès aux livres et à quel prix? Donc, ce qui est regrettable, c'est que nous n'ayons pas encore suffisamment de bibliothèques parce que l'objectif de la plupart de rondes des écrivains, c'est qu'il y ait de créer des bibliothèques à deux pâtés de maison. Que les bars que nous avons actuellement soient remplacés par des coins de lecture où on peut trouver même pas les poteaux, parce que les poteaux, c'est une chose. C'est les poteaux, entre guillemets, ce qu'on rencontre habituellement dans les rues, non, mais des bibliothèques au sens propre du terme. Ce qui rend un peu l'accès aux livres difficile. Beaucoup se confondent encore. Il y a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est qu'une bibliothèque, en fait. Ils ne fréquentent pas les bibliothèques. Parfois, certains confondent bibliothèque à librairie, ce qui n'a rien. Ce sont deux domaines différents. Donc, le défi
serait que l'État nous aide à ouvrir ces points qui encourageraient les jeunes à se frotter, à s'intéresser davantage aux livres physiques. Bon, maintenant, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accès à ces livres? Nous allons vers les élèves. Nous allons vers les élèves. Nous entrons également dans la tendance d'Internet parce qu'au-delà des versions e-book que proposent les réseaux, peut-être auxquels ils doivent accéder par des liens, nous, écrivains, sommes entrés dans la danse des réseaux sociaux. D'accord. Oui, on retrouve, il est difficile d'avoir des jeunes aujourd'hui qui ne fréquentent pas les réseaux sociaux. Donc, peu importe l'âge, nous avons pu nous intégrer via Facebook, via Instagram, via Insta. Donc, à peu près tous ces réseaux sociaux-là où nous proposons nos livres. Nous proposons également les livres, les publications qui sont enregistrées en fonction du public intéressé. Ça veut dire que lorsque Viviane Molupéo a publié un nouveau livre, un nouveau roman par exemple, ou un nouveau recueil de poèmes, il y aura José Mélie, il y aura Justine Christine, il y aura qui vont prendre et partager de manière que ça puisse atteindre un certain nombre d'enfants qui sauront que voilà, tel a publié. Maintenant, dans les établissements, nous faisons des descentes. Par exemple, au collège Vogt, où j'ai déjà animé à participer à un café littéraire. D'accord. Café littéraire, c'est la rencontre entre les jeunes, les élèves et les auteurs. Donc nous allons à leur rencontre et parfois, pour l'accès aux livres, si un livre coûte peut-être 4 000 francs, lorsque nous arrivons, nous essayons de faire un prix élève. D'accord. De manière que ceux qui peuvent, au lieu de peut-être 4 000 francs, ils peuvent l'avoir à 2 500, 3 000 francs. Donc on fait une réduction pour eux. Donc c'est vrai qu'il faut encore retravailler ce côté-là parce que le livre, pour le moment, coûte encore un peu cher au Cameroun par rapport aussi au matériel utilisé peut-être pour l'impression. Donc avec le temps, je crois que l'État est aussi en train de travailler dessus. Avec le temps, ce sera revu et le livre sera beaucoup plus accessible, d'où véritablement notre insistance pour la création des bibliothèques. Si vous avez 100 livres dans une bibliothèque, avant la fin de l'année, vous aurez eu au moins 10 clients qui auront déjà fait le tour de ces 100 livres-là. Ça boosterait davantage le nombre de lecteurs. Certains veulent bien lire, mais ils n'ont pas la possibilité de s'offrir des livres. Alors qu'en s'inscrivant simplement avec une carte de bibliothèque, on peut avoir accès à différents auteurs, à différents types de livres et maîtriser la bibliothèque africaine. D'accord. Selon vous, y a-t-il un moyen de rendre les livres plus attractifs pour nos collégiens et nos lycéens? Attractif, je me demande si le livre doit être attractif. Attractif, le livre est utile d'abord. D'accord. Il est d'abord utile avant d'être attractif. C'est vrai, lorsqu'on est écrivain, on n'écrit pas forcément pour plaire au public. Non. D'accord. On écrit d'abord parce qu'un sujet nous a touchés et qu'on aimerait le développer. On écrit pour dénoncer un fait. On écrit parfois parce qu'on est engagé pour une cause. Maintenant, le côté attractif peut être peut-être pour le livre pour enfants. Le livre pour enfants qui va parfois jusqu'à 11 ans, 10-11 ans, où on va s'évertuer à leur proposer des images, de belles images qui vont étayer, qui vont illustrer, donner une illustration justement attractive, avec une police d'écriture peut-être un peu grosse, bon, mais et aussi des thèmes qui peuvent les intéresser. Par exemple, lorsque vous proposez un thème sur le viol, il y a parfois des élèves qui se rapprochent à la fin d'un café littéraire et qui vous disent voilà, j'aimerais en savoir plus, ou alors je me sens concernée parce que. Donc certains se confient. Lorsque vous parlez peut-être du mariage précoce, lorsque vous parlez
du manque de moyens d'un parent, ça peut les intéresser, mais on ne va pas se limiter à ce qui les intéresse eux. Ils doivent aussi découvrir des thèmes pour pouvoir, qui répondent aux normes internationales, qui peuvent leur permettre comment dire, d'enrichir peut-être leur littérature, leur façon d'écrire lorsqu'ils sont face à une épreuve, par exemple. Voilà. Et aussi d'agrandir leur culture. Oui. D'accord. Donc, je dirais vraiment pas que attractif soit approprié ici. Utile, oui. Utile, oui. D'accord. S'agissant de la formation des futurs écrivains, pour une jeune fille ou un jeune garçon qui nous suit et qui voudrait devenir écrivain plus tard, quels conseils pouvez-vous lui donner? Le premier conseil serait celui que tous les écrivains maîtrisent, la lecture. On ne peut pas écrire sans lire. Il faudrait vraiment être né avec un stylo à la main pour pouvoir le faire. Tous les écrivains se moulent d'abord en lisant. Lorsque vous avez l'encre en vous, il faut une plume. Et cette plume-là, vous la trempez en lisant les autres. Lorsque vous avez lu les autres, il y a comme une libération de votre plume. D'accord. Tant que vous ne lisez pas, parfois même, si vous avez déjà écrit 1 ou 2 romans et que vous arrêtez de lire, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la page blanche. Vous êtes sujet au phénomène de la page blanche. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas vraiment à... Vous sentez vous avez l'impression de réécrire ce que vous avez déjà écrit. Et c'est un peu comme Internet ou un téléphone qu'il faut réinitialiser tout le temps. Voilà. Donc, en réinitialisant votre mémoire, en lisant les autres, c'est pas un plagiat, non. C'est plutôt pour voir, on essaye de toucher plusieurs sujets en même temps, de voir différents types d'écriture. Comment est-ce que... C'est vrai, voir comment l'autre écrit ne change pas forcément ma façon d'écrire, mais ça me permet de m'améliorer, ça me permet de voir, de donner aussi, de proposer autre chose à mon lectorat. Donc, celui qui écrit, je vais prendre par exemple mon premier roman. Lorsque j'ai écrit pour Le Mouton Noir d'Enjoya, qui racontait l'histoire d'une jeune fille confrontée au mariage de convenance, mais qui décide de se battre et au final se retrouve à la NASA, qui aurait pu voyager sur la Lune. Ça veut dire que là, j'ai abordé un sujet qui me tenait à cœur et qui j'ai pris à partir de ma sortie du lycée, peut-être un rêve d'enfant qui n'a pas pu se réaliser. Mais en passant au deuxième roman, c'est toujours quelque chose qui va dans le même sens, mais qui a un peu changé, qui a un peu mûri. Donc c'est en lisant les autres qu'on passe d'un point à un autre, qu'on évolue. Voilà. D'accord. Madame Molo, vous êtes actuellement promotrice d'une initiative qui vise à accompagner les jeunes des lycées et collèges dans leur passion pour l'écriture. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Promotrice, bon, disons que je fais plutôt partie d'un groupe d'auteurs qui existe depuis les années 60, appelé APEC, l'Association des poètes et écrivains camerounais, qui a soutenu le programme African Children's Stories, un programme proposé par la fondation Doukeire basée en Australie, qui prend des enfants sans aucune formation quelconque en écriture, sans aucune expérience en écriture, et leur fait ressortir justement leur côté plume. Donc, nous avons eu à sélectionner au hasard 5 établissements dans les régions du centre et de l'ouest pour commencer le programme African Children's Stories. C'était en 2023.
Et le projet a commencé avec une demande d'autorisation des parents pour que les enfants puissent participer au programme. Lesquels enfants n'ont pas été sélectionnés, ça a été comme un appel lancé à ceux qui se sentaient capables, qui étaient amoureux de la littérature et qui pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Le résultat a été impressionnant. Après que les parents aient donné leur autorisation, les inspecteurs pédagogiques régionaux ont procédé à la formation des enseignants responsables de certaines classes dans ces établissements que je vais citer, sans publicité, le collège Vogt, le lycée de Liguessono, le lycée de Mbala 2, le collège Jean Tabi et le lycée de Fumbo Nkundomben. Fumbo qui se trouve dans la région de l'ouest département du Noun. Pour les autres, c'est dans le centre département du Fundi. Donc, avec ces établissements, il y a eu d'abord la formation des enseignants par les inspecteurs. Ensuite, les encadrants, ces enseignants encadrants-là, sont repartis sur le terrain, procéder à la sélection par élimination. Ça veut dire les enfants proposent les premiers textes et on les lit, on voit ce qu'on fait. Donc, on a procédé à un tri qui allait crescendo. Donc, au final, on a obtenu ce jet-là qui a été retenu et publié. C'était au mois de janvier. Et puis, le 20 novembre dernier, au Musée national, il y a eu la cérémonie de distribution. Il faut dire que ces livres-là n'ont pas été vendus. D'accord. Parce que les enfants devaient être publiés gratuitement et lus à travers le monde. Ils ont été publiés justement en version physique et en version numérique. La version numérique a été remise au chef d'établissement qui avait la possibilité de les mettre à la disposition des parents qui sollicitaient réimprimer leurs exemplaires en nombre, le nombre vraiment qui les arrangeait. D'accord. Mais nous, avec le soutien du MINAC, ministère des Arts et de la Culture, et du MINSEC, nous avons imprimé en 3000 exemplaires, soutenus par la Fondation Doukéré et distribués gratuitement lors de la cérémonie du 20 novembre. Donc, le ministère les différents ministères ont reçu une partie, quelques établissements scolaires, les participants et les mairies. Les mairies qui, disons-le, ont des bibliothèques municipales. Donc, il fallait, pour répondre aux critères pour être éligible, être récipiendaire, il fallait avoir une bibliothèque. Donc, à côté de ça, il y a quelques organismes comme le Salon africain du livre pour enfants de Yaoundé, le Salafé. Il y a eu Acolyte qui a bénéficié également. Ce sont des promoteurs littéraires, ce sont des personnes qui promeuvent la littérature au Cameroun. Donc, voilà à peu près le programme africain. Et on a publié 26 contes pour 26 auteurs de 5 établissements différents. Donc, c'est un projet qui s'est ouvert pas seulement au Cameroun, parce que le Cameroun vient comme... nous avons publié les 61e et 62e collections du programme ACS. Oui, donc il y a une cinquantaine de pays devant nous, le Kenya, le Rwanda, le Ghana, le Botswana, il y en a tellement. Le Sénégal qui nous a tendu la main parce que nous avons reçu plutôt l'appel du docteur Diouf qui est représentant de la Fondation Doukéré en Afrique. Et il a travaillé avec nous tout au long de ce programme-là jusqu'à la publication. Il y a un lien qui est mis à la disposition de ceux qui veulent acquérir le livre, mais ils peuvent également nous contacter pour ceux qui veulent encore en bénéficier. Le ministère en a encore quelques exemplaires. On peut les faire parvenir à condition d'avoir une bibliothèque. D'accord. Voilà. Et comment ce projet a-t-il été perçu d'abord par vos collègues enseignants, ensuite par les élèves?
Pour les enseignants, ça a été le plus difficile a été de les convaincre que c'était une forme de bénévolat. De bénévolat, parce que lorsqu'on dit les livres seront offerts gratuitement, il faut savoir que le travail que vous allez abattre, il n'y a pas véritablement, il n'y a pas une rémunération conséquente. Donc, même s'il y a, on supporte quelques dépenses comme le taxi et tout, mais ce n'est pas suffisant pour la dévotion au travail, parce que ça a été un travail vraiment intense et je me dis que beaucoup attendaient plus que cela. Nonobstant, après la cérémonie, la cérémonie du 20 novembre, que nous avons vraiment, qui a largement dépassé nos attentes, parce que mobiliser 2 ministres de la République pour une cérémonie qui concerne 26 auteurs, jeunes auteurs, et qui plus est des auteurs de moins de 14 ans, c'était l'euphorie. Le ministre des Enseignements secondaires est arrivé, on n'en revenait pas. Elle était très contente de ce qui a été fait. Le ministre des Arts et de la Culture, ils ont véritablement félicité et les encadrants et les enfants. Et ce samedi dernier, il y a également eu, pour le concert de l'artiste Saline Yolo, ces 26 auteurs ont encore été invités par le ministre des Enseignements secondaires, elle-même, le professeur Nalova Lyonga, puisque avant le concert devaient être présentés les différents contes, livres de contes, publiés par l'artiste en question. D'accord. Donc, elle les raconte en fichier sur une disquette, et puis on a vu une projection de ce type samedi dernier. Les enfants ont aussi eu l'occasion de passer sur scène avec Eric Christian Nia qui animait la soirée, lire leurs publications, et les parents étaient vraiment heureux, honorés. Quant aux élèves, comment est-ce qu'ils ont reçu le projet? Je crois qu'ils ont été contents d'être traités véritablement comme des auteurs. Ils étaient heureux d'être à la une et d'être félicités, parce qu'il faut le dire, c'est une reconnaissance de la nation lorsque vous êtes félicité par des ministres de la République. Voilà. D'accord. Et quelles sont vos perspectives par rapport à ce projet? Par rapport à ce projet, je crois que nous espérons un accompagnement des ministères tutélaires pour financer d'autres projets de ce type, parce que ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a véritablement du potentiel. On a vraiment eu un embarras de choix lorsque le jury devait trancher quant à la sélection des textes finaux. Il y a eu tellement de beaux textes. D'ailleurs, le Cameroun devait publier un seul recueil de poèmes, de contes et récits, initialement, qui avait été commandé. Mais vu la qualité des textes que nous avons envoyés à la Fondation Doukéréé, qui devait traiter, illustrer et publier les contes, on a eu finalement l'aval pour 2 recueils de contes qu'on a finalement publiés. Donc, au lieu de 13 contes, nous en avons publié 26. Et c'était vraiment... Donc, en dehors de... Il y a eu le critère de l'équilibre, pas l'équilibre, mais la représentation de différentes aires culturelles. Les auteurs ne devaient pas appartenir à une région précise ou à un département précis. Non, il fallait que cette africanité-là, cette Afrique en miniature ressorte en ce qui concerne le Cameroun. Donc, on a veillé à ce qu'il y ait représentativité de toutes les aires culturelles du pays. Que ce du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout vraiment a été représenté. Et il faut le dire, on a publié 2 recueils de contes, oui, mais ces 2 recueils de contes ont été également publiés en anglais. Donc, ils ont été traduits en anglais. D'accord. Ce qui fait que nous avons la 61e collection de African Children's Stories en français et en anglais, et la 62e collection en français et en anglais. Donc, pour les perspectives, nous souhaitons vraiment que la Fondation nous soutienne également pour
une nouvelle descente dans les établissements et le ministère également. On devrait multiplier et donner la chance à ces élèves-là. Ils sont tellement nombreux. Je peux dire que les enfants d'aujourd'hui ont une chance. Ils ont beaucoup de chance parce qu'à notre époque, il me souvient encore d'une expérience personnelle qui me fait encore mal aujourd'hui. Mon surveillant général en troisième avait surpris en terminale le roman que j'avais écrit. C'était à l'époque que j'écrivais dans les cahiers de 200 pages, les romans pour les élèves de mon âge, quoi. D'accord. Donc, ça allait de classe en classe. Imaginez les élèves de terminale qui lisent une élève de troisième. Donc, malheureusement, c'était en plein cours de physique-chimie. Le professeur de physique-chimie a confisqué le cahier en question et le surveillant général a mis le feu à mon cahier. Ça m'a fait tellement mal, mais au-delà de ça, j'ai failli être traduite au conseil de discipline parce que j'écrivais soi-disant des romans. Vous voyez que par rapport à aujourd'hui où on veut faire ressortir le génie chez l'enfant, il y a déjà des projets comme le prix du petit écrivain qui va d'établissement en établissement. Il y a la PEC qui va vers les élèves dans les établissements pour les ateliers d'écriture. Parce que ce sont des ateliers. Ce que nous avons fait là, on a fait plusieurs ateliers d'écriture entre encadrement des enseignants par les inspecteurs et encadrement des élèves par leurs enseignants. Donc ce sont des ateliers d'écriture que nous, à notre époque, nous n'avons pas eu la chance d'avoir. Il faut le dire, c'est 16 ans plus tard que je reprends la plume et que je publie mon premier roman. Donc, il a fallu la rencontre avec d'autres critiques littéraires, avec d'autres auteurs qui s'étaient engagés et qui avaient poursuivi leur passion. Mais si vous avez un enfant qui n'est pas encouragé, cette passion-là va disparaître. Par conséquent, il faut multiplier les descentes, les rencontres entre les auteurs et les enfants. Multiplier les ateliers d'écriture dans les établissements. Quand on dit la série A ne doit plus être virtuelle, du genre théorique, pas virtuelle, doit plus être théorique. C'est le fait d'être trop théorique qui fait que les enfants lisent, mais pas assez. Alors qu'en allant vers les auteurs, il y a des comptes rendus de lecture. J'ai parlé tout à l'heure du café littéraire au collège Vogt. Oui, il y a eu des moments où ceux qui ont acheté les romans, on est revenu sur le terrain pour en discuter avec eux. Ils ont eu Djaili Amadou Amal, ils ont eu le docteur Pabé Mongor, il y a chaque auteur, au moins un auteur qui passe là-bas par mois. D'accord. Et les enfants font un compte rendu de lecture et un compte rendu de l'entretien qu'ils ont eu avec l'auteur. Ce sont des initiatives à encourager et à multiplier. Donc, les auteurs, je suis certaine, ils sont nombreux qui peuvent se prêter à ces descentes sur le terrain. Donc, on devrait, en perspective, ajouter cela. Donc, perspective personnelle, je dirais écrire pour cette année 2025, si c'est possible, avec l'aide de Dieu, peut-être en janvier, février, un nouveau roman pour moi et voir aussi éclore le manuel scolaire que nous avons pu inscrire au programme scolaire cette année. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Au sujet de l'utilité de l'écrit dans le développement, pendant que nos pays africains soupirent après l'émergence, le développement, quel rôle peuvent jouer les écrivains dans la réalisation de ces aspirations? Je crois que j'ai lu un auteur ce matin qui disait « La littérature défie la politique ». La littérature défie la politique parce que il y a eu plusieurs... si on remonte dans la Rome antique, si on remonte dans la Grèce antique, si on remonte dans la France antérieure à nous, la France, je crois, c'est La brise de la Bastille, c'est l'œuvre des écrivains. Toutes les civilisations au monde ont pu puiser dans ce que l'éveil des consciences est toujours venu des écrivains. Donc les écrivains ont cette responsabilité sur le plan social
ce qu'on appelle souvent la responsabilité des auteurs, la responsabilité de l'écrivain. Il doit faire attention à ce qu'il écrit. Nous ne sommes pas journalistes. La différence entre les journalistes et nous, c'est que nous écrivons et que les lecteurs ne sont pas obligés de nous écouter, mais nous écrivons et nous disons ce que nous pensons. Il ne faut pas écrire pour plaire. C'est pour ça que justement tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'attraction, j'ai plutôt parlé d'utilité. L'écrivain écrit utile. Vous ne pouvez pas écrire pour plaire à quelqu'un, non. Vous écrivez parce que vous savez que ce que vous avez mis dans un livre peut amener le changement. Donc voilà ce en quoi l'écrivain peut servir. Si nous avons une jeunesse qui lit à 100%, je crois que l'avenir sera véritablement meilleur qu'aujourd'hui. Oui, l'avenir sera meilleur. Donc, sur le plan du développement, on a aussi des auteurs qui touchent cet aspect de mentorat-là, qui a manqué à une époque, mais qui est en train d'éclore à travers les réseaux sociaux. Le mentorat qui s'illustre dans l'écriture par le développement personnel. Donc, on leur apprend désormais comment gérer leur temps, on leur apprend comment gérer leur argent, on leur apprend comment s'en sortir. Et ça passe par le livre. Les enfants qui lisent aujourd'hui sont des adultes préparés à un avenir meilleur. D'accord. Voilà. Un mot sur le marché du livre au Cameroun. Peut-on vivre de l'écriture? Bon, ça, c'est une question. Donc, disons que elle est difficile. C'est une question à laquelle je répondrai difficilement parce que pour le moment, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Nous le faisons beaucoup plus par passion. Nous le faisons pour véhiculer, pour passer les messages que nous avons à passer. Nous le faisons pour que la littérature africaine, la littérature camerounaise décolle véritablement. Mais sur le plan rémunération, c'est pas encore véritablement ça. C'est vrai, il y a quelques avantages. D'abord, la satisfaction personnelle que l'auteur a à se savoir lu. La satisfaction personnelle qu'il a à être reconnu sur le plan national et international. Mais sur le plan aspect pécunier, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Personnellement, je crois que pour le moment, l'auteur est encore dans ce qu'on appelle l'investissement. Il investit en espérant que ce ne sera pas... On ne va pas attendre les générations futures pour pouvoir, qui vont récolter à notre place, que nous aussi, nous allons pouvoir jouir du fruit de notre travail. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Quant au marché du livre en lui-même, je me réjouis d'un aspect, c'est qu'il prend de l'ampleur parce qu'il est de plus en plus vaste. D'accord. On a une variété, que ce soit sur le plan, dans tous les genres littéraires. Il y a comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure, un boom au niveau africain. Donc, au niveau de l'Afrique, ce qui me réjouit énormément, je puis dire que c'est l'aspect positif en ce qui concerne le marché du livre. Et aussi, notre culture qui est mise en avant. Parce qu'il faut le dire, un zèbre sans zébrure est un âne. De même qu'un homme sans culture, vraiment, il faut puiser dans ses racines pour être quelqu'un demain. Si on prend l'exemple de la Chine est rentrée dans ses racines à travers justement cette écriture-là, à travers l'éducation elle-même, donc pour pouvoir faire renaître leur culture. Donc les écrivains aujourd'hui mettent en avant la culture africaine. On essaye, comme je l'ai dit tantôt, de mettre en avant ce que nous sommes, sans forcément plagier les modèles venus d'ailleurs. Pas que nous sommes, on ne s'est pas dit que nous ne sommes anti ailleurs, non, c'est pas cela.
Il faut juste que la tradition africaine, la littérature africaine, la culture africaine, qui était à un moment donné en chute libre, est en train de remonter à la surface et mise à la disponibilité des enfants. Chaque enfant qui lit se retrouve un peu dans sa culture. D'accord. Avant que nous ne terminions avec cet entretien, je voudrais que vous puissiez adresser un message d'abord aux jeunes élèves qui vous écoutent, ensuite aux enseignants de français et enfin aux dirigeants de tout ordre. Pour les élèves, je dirais, j'encourage ceux qui ont un tout petit peu d'amour pour l'écriture à lire. Il faut lire, lisez vos auteurs, ceux qui viennent vers vous et ceux que vous découvrez aussi. Lisez, mais pas seulement les livres. D'accord. On peut lire des magazines, en partant des magazines, on peut en arriver aux livres. Et puis, j'invite également, ce ne sont pas seulement les littéraires qui sont appelés à lire et à écrire. On a beaucoup de scientifiques qui sont véritablement bons. Je vais prendre l'exemple du programme African Children's Stories, où l'un des contes a été écrit par une élève qui passe aujourd'hui en seconde C. Donc, pour dire qu'elle avait toutes les qualités d'une scientifique, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire un conte qui a été retenu dans le cadre de ces ateliers d'écriture-là. Donc, être scientifique n'exclut pas qu'on soit un bon littéraire. Donc, je les encourage à lire et à s'esquisser. Le conseil que j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'un écrivain, quel qu'il soit, marche toujours avec un calepin. À défaut d'un ordinateur ou alors d'une tablette, on doit avoir un calepin sur soi parce que parfois, une idée vous vient, elle est merveilleuse, et puis l'instant d'après, vous n'arrivez plus à vous souvenir de quoi il s'agit. Donc, l'écrivain, c'est celui-là qui parfois, il marche tel un philosophe, il s'assoit au coin de la rue et puis il se met à rédiger. Même si ce n'est qu'une idée, par-ci, par-là, on attrape quelques bouts de phrases et puis ça devient autre chose demain. Donc, voilà aussi ce que je peux dire. Quant à nos dirigeants, je continue de parler de l'encadrement qui va passer par l'arrosage, entre guillemets, de cette pépinière-là, cette jeunesse qui a besoin d'être découverte à travers la multiplication des ateliers d'écriture, non seulement par les auteurs, mais par les associations qui sont volontaires pour cela. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, de promoteurs littéraires. Je pense par exemple à Colite, je pense à Ray Déby par exemple. Il fait tellement de descendre sur le terrain. Il va à la rencontre des enfants, parfois à ses propres frais. Il voyage à travers le Cameroun et déjà même à travers l'Afrique pour pouvoir faire naître ces jeunes plumes-là. Et il dit, pour le citer, il dit, pour être un bon écrivain, il faut avoir l'âme d'un enfant et l'esprit d'une femme. Je ne sais pas si c'est exactement cela, mais on a constaté effectivement que les enfants ont une imagination fertile et les femmes ont des histoires, mon Dieu. Elles ont tellement à dire que véritablement la littérature en Afrique, elles dominent véritablement dans le domaine. Elles vont dominer dans le domaine de la littérature en Afrique parce qu'elles ont beaucoup à dire. Donc, quant aux enseignants, je leur proposerai aussi de sortir un peu, de proposer à lire en classe, pas seulement des livres inscrits sur la liste des manuels scolaires, mais conseiller d'autres lectures aux enfants en dehors du cadre scolaire. D'accord. Donc, lorsque un élève est en première, en terminale ou même en troisième, qui ne se limite pas à lire les livres, les romans, les poésies, les recueils qui sont inscrits au programme. Non, un bon littéraire, c'est celui qui fait la ronde. Il lit pas seulement camerounais, il lit africain, il lit oriental, il lit... Donc, voilà à peu près. Il faut multiplier, ouvrir le vaste champ, saisir les opportunités pour lire. Il y a déjà des livres russes qui nous viennent
d'ailleurs, et traduits en français, des livres des auteurs russes qui sont traduits en français, des livres des auteurs chinois qui sont traduits en français, et certains aussi en anglais. Donc, autant la littérature anglophone à sa place, autant la littérature francophone à sa place chez nous. Donc, il faut essayer de faire toucher ces différents domaines-là aux enfants pour nourrir également leur culture. La culture, sans vouloir dire que la tradition vient après la culture, mais la culture, c'est vraiment toucher à un vaste champ. Et c'est en lisant qu'on arrive à vraiment élargir ce champ-là. Voilà. D'accord. Madame Molou, merci pour cet entretien. Nous espérons vous avoir une prochaine fois pour avoir plus d'informations et discuter sur la suite de cette aventure. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de revenir parce que on a tellement à dire. On espère que ce sera pour la prochaine fois, nous aurons à déjà donner des résultats positifs qui découleraient de cette émission. D'accord. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, surtout à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sur le monde de l'éducation, de la formation, de la recherche, de l'innovation et même de l'insertion professionnelle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.